Et voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, je me nomme Anne-Solène Rioux. Je suis la cofondatrice de l'incubateur accélérateur Agor-Alliance pour les entrepreneurs venus d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, j'ai la chance de pouvoir animer ce webinaire sur la thématique « Démultiplier l'efficacité de vos visuels publicitaires grâce aux neurosciences cognitives ». Avant de vous présenter mes charmants panélistes ce matin, je vais commencer par quelques chiffres en fait très éloquents sur justement l'importance d'optimiser ces visuels en communication. On dit que actuellement dans les chiffres, 47% de la performance d'une campagne est reliée évidemment à la qualité du créatif. Et quand on entend créatif, on entend évidemment visuel et textuel. Selon le VWO, qui est une plateforme de tests AB, donc des tests de comparatifs, il semblerait que dans ce qu'on appelle donc en anglais les A/B testing, juste dans 2 cas sur 8 qui sont signifiants en termes de résultats, ce qui signifie que dans 6 cas sur 8, on paye pendant plusieurs jours, évidemment, pour revoir les résultats de ces tests, plusieurs semaines pour générer du trafic, mais qu'au final, on n'apprend pas grand-chose d'après les résultats de cette plateforme. Et pour finir, 50% de ce que l'on voit n'est pas traité par le cerveau. Ce qui attire les yeux et ce qui est traité par le cerveau est différent. Ce sont 2 aspects cognitifs des neurosciences cognitives, donc qui vont être le sujet d'aujourd'hui également. Et un fait non négligeable, en fait, qui va expliquer bien des choses aujourd'hui, c'est que la partie du cerveau, donc le cerveau limbique notamment, qui gère la mémoire et aussi les émotions, est la même partie donc, du cerveau. Donc, plus vous gérez d'émotions, plus vous êtes mémorable, mais cela ne suffit pas et ça va être notamment le sujet d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire « Démultiplier l'efficacité de vos visuels publicitaires grâce aux neurosciences cognitives ». Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos 2 panélistes pour aujourd'hui. Donc, nous avons Julie Valin de Alias Numérique. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde. Julie est entrepreneure en marketing digital depuis 6 ans. Elle est la cofondatrice de Alias Numérique qui offre des services de marketing digital et du support administratif aux PME. Puis je suis très heureuse de dire que Alias Numérique est également lauréat de la bourse Entreprendre ici cette année. Bravo, parce que 25 sur... faire partie des 25 sur 284, je pense, dossiers, c'est une belle réussite. Donc, bravo à Alias Numérique pour cela. Bravo à Agor-Alliance aussi. Merci. Merci. Ensuite, je vous présente Kevin Combe. Donc, Kevin Combe est le cofondateur de Epoch. Epoch, c'est une start-up montréalaise qui a été fondée en 2019 avec son associé et ami Jean-Maxime Larouche. Donc, Epoch, c'est une plateforme qui aide les designers, les marketeurs et les entrepreneurs à créer rapidement des contenus visuels qui communiquent efficacement leur message à leurs consommateurs. Leur technologie utilise actuellement l'intelligence artificielle et des données de neurosciences cognitives pour prédire l'impact d'un contenu visuel sur le cerveau. Donc, aujourd'hui, c'est tous les sujets dont nous allons parler, les neurosciences, le visuel. Donc, on vous a donné des chiffres éloquents pour commencer, donc l'importance de ces visuels-là. Et justement, donc, on est très curieux de savoir, Kevin, comment Epoch peut répondre à ces enjeux d'être mémorable. Merci Anne-Solène, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Comme tu l'as très bien expliqué, il y a quelque chose aujourd'hui qui est central dans la façon dont on crée des contenus, c'est de s'assurer qu'on communique efficacement le message. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle des proxys avec nos plateformes Google, Facebook qui nous permettent, selon des clics ou d'autres métriques, d'arriver à estimer a posteriori lesquels semblent être nos créatifs ou nos contenus qui ont été les plus efficaces. Nous, on prend le chemin à l'inverse avec Epoch et en fait, on vient donner une idée en prédictif avant même que le contenu soit mis en ligne.
de comment justement cette information visuelle peut être traitée par le cerveau. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques nécessairement de comment l'algorithme est enregistré, mais l'idée, c'est vraiment ici de venir jouer avec 2 métriques qui sont clés. Donc, la première, c'est comment est-ce que notre contenu visuel attire le regard, et derrière, comment est-ce que notre cerveau est capable de mémoriser, d'encoder cette information. Et donc, avec la plateforme, justement, on arrive à avoir cet insight et cet input vraiment rapidement, comprendre l'interdépendance entre les éléments de nos visuels et surtout comprendre quand on change un élément, si on change une couleur, si on change la taille d'un titre, si on change une image utilisée, comment est-ce qu'on arrive à plus mettre en avant notre message, ou au contraire, est-ce qu'au final, notre message devient complètement caché par l'autre élément visuel qu'on vient de changer. Et puis, c'est pour ça qu'on a développé cette plateforme, pour justement que les contenus, on puisse tout de suite comprendre s'ils se communiquent efficacement ou pas. Super, très clair. Merci beaucoup, Kevin. D'ailleurs, en parlant de technologie, tout le monde, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette présentation. On a fait un petit jeu avec Kevin de prendre une publicité, justement, pour peut-être les plus vieux d'entre vous au Québec la reconnaîtront. Mais on va vous faire une petite démonstration, en fait, d'un résultat d'analyse à la fin, puis vous comprendrez mieux la technologie de toute façon. Merci, Kevin, pour cela. Maintenant, Julie, en tant qu'intervenante auprès de personnes donc, qui sont dans un mode de création en fait, de contenu, on a plusieurs plateformes qui existent, on a des clients où ils vont donner carte blanche, il y a des clients où il va y avoir une volonté en fait d'intégrer certains processus créatifs. Est-ce que tu peux nous dire comment tu défends actuellement les choix créatifs les plus judicieux pour tes clients? C'est sûr qu'on se base à l'heure actuelle sur des règles de design qui ont été établies, des choses qui vont être, oui, t'es comme ton logo, la clarté, etc. Mais on n'a pas nécessairement de métrique pour dire ça va être plus que ça. Donc, comme tu en parlais au début, on fait souvent des tests. Au niveau test AB, là, on essaye d'extraire ce qui fonctionne le mieux au niveau des statistiques et tout, mais ce n'est pas toujours évident. Mais au début, dans le processus, c'est sûr qu'on essaye toujours de ne pas tomber dans le j'aime pas, parce que ce n'est pas ça qui va rendre mémorable, puis d'essayer d'avoir des arguments pour défendre les choix créatifs. Mais parfois, c'est comme des fois, il y a de l'émotionnel qui rentre en jeu aussi, parce que c'est ma marque, c'est mon produit. Puis, donc, c'est sûr que des fois, c'est quand même assez difficile de vendre un créatif plus qu'un autre, parce qu'on n'a pas nécessairement de données pour dire au client, t'es comme ça, on est sûr que ça va mieux marcher. Donc, c'est là où ça devient intéressant d'avoir un outil prédictif aussi, peut-être, qui peut nous aider à appuyer nos points, puis à faire des tests, puis à s'assurer que vraiment on est dans le vrai, et puis qu'on va pouvoir comparer des choses à l'avance sans dépenser de budget. Pour ceux et celles qui sont un petit peu moins familiers avec le A/B testing, est-ce que tu peux donner juste un petit exemple de A/B testing qu'on pourrait faire? Oui, par exemple, si on fait une campagne de publicité, on va créer plusieurs visuels et puis on va les mettre à rouler au début. Ils vont être diffusés tous en même temps, puis on va regarder les statistiques, puis on va regarder celui qui a généré le plus de clics, celui qui a généré le plus de conversions, enfin qui répond mieux à l'objectif publicitaire. Donc c'est ça va être, on va vraiment tester différentes choses auprès d'une même cible pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Super, super. Donc, ça va bien éclairer les personnes pour comprendre le concept. Merci beaucoup, Julie. Donc, effectivement, tu parlais des différents concepts, en fait, qu'on a appris à travers le temps, les courants, les tendances, etc. Mais on constate, en fait, aussi au niveau des agences particulièrement, le fait qu'en fait, qu'il n'y ait pas de données exploitables qui permettent de mesurer le design d'un visuel en tant que
tel, c'est quelque chose qui n'est pas disponible actuellement. Kevin, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur quelles sont les mesures que l'outil permet d'avoir et qui pourraient donc permettre d'argumenter les propos de Julie auprès de ses clients, justement, pour les convaincre? Oui, absolument. Puis, j'entendais dans ce que Julie disait, dans les propos, c'est des choses que nous, on a énormément entendu auprès de nos utilisateurs, partenaires aussi, parce qu'on collabore avec des agences justement pour incorporer l'outil dans des processus de création d'agences. Puis le défi oui, on parle de guidelines en design, oui, on parle de gabarits, il y a des choses qui ont déjà été utilisées, mais ça devient compliqué aussi des fois de pouvoir innover dans un contexte. Si on est sur des comptes, c'est dur de changer le gabarit, c'est dur de changer la façon dont on a fait jusqu'à présent parce que justement, avant de les mettre en ligne, on ne peut pas savoir si ça va fonctionner. Et ça, c'est un enjeu par rapport à l'innovation pour des entreprises ou pour des agences. Il faut savoir que les neurosciences sont une science assez récente, mais que des grands groupes qui ont les moyens ont des labs et font des partenariats avec des universités qui font de la neuroscience pour tester leurs créatifs. À Montréal, on a le Tech 3 Lab qui est utilisé par les plus grandes entreprises canadiennes pour tester des créatifs. Le défi, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie, la façon dont elle a été structurée, nécessite d'avoir des personnes qui viennent, nécessite des machines qui coûtent très cher, donc n'est pas accessible au plus grand nombre. L'objectif avec l'IPOC, puis les métriques que nous, on apporte, c'est des métriques qui sont utilisées dans ces labs de recherche, mais avec un côté prédictif pour que les coûts soient beaucoup moindres. Et ce qu'on vient vraiment mesurer, il y a deux mesures centrales. Qu'est-ce qui attire l'attention? Donc, qu'est-ce qui attire l'œil? Et derrière, qu'est-ce que le cerveau est capable de mémoriser? Pourquoi on mesure ces deux informations-là? Parce que si on n'attire pas l'œil, globalement, notre créatif, il rate un peu sa cible, mais derrière, comme tu l'as mentionné, le cerveau, en moyenne, ne traite que 50% de l'information visuelle qui a été regardée par les yeux. Donc, juste se concentrer sur de l'eye tracking, juste se concentrer sur qu'est-ce qui attire le regard, ça ne veut pas tout dire. Et le point derrière ça, c'est si on veut amener un comportement, si on veut influencer un comportement, donc si on veut s'assurer que notre client il a vu qu'on faisait une promotion à 50% et qu'il y avait un call to action ici, c'est indispensable que l'information soit encodée, donc mémorisée par le cerveau. Si elle n'est pas encodée, c'est comme si elle n'existait pas. Et donc, nous, en utilisant ces deux métriques, donc quand on prédit l'attention et la mémorabilité, on crée une troisième variable qui est en fait ce qu'on appelle le score d'impact, qui vient prédire la capacité de notre créatif et des zones de notre créatif à influencer le comportement du consommateur. Et donc, de voir est-ce que chacune de nos zones a une pondération qui correspond à je veux que mon message soit l'élément le plus central, qui soit l'élément qui ait le plus d'impact. Est-ce que c'est cette zone-là qui a littéralement le plus d'impact ou est-ce que c'est la photo du mannequin que j'ai mis dans mon créatif qui prend complètement le dessus et qui fait qu'au final, quand mon utilisateur, ma personne va scroller sur LinkedIn ou Instagram, il va voir le mannequin, mais il ne va pas nécessairement retenir le rabais qu'on fait par rapport à notre produit, notre service ou même qu'il y a un call to action. Ça arrive tellement de fois, hein. On regarde des visuels publicitaires, puis on dit « Waouh, c'est bon », puis à la fin, c'est quoi déjà le produit? C'est quoi déjà la marque? Qu'est-ce que ça fait? C'est incroyable, puis c'est même pas une exception. Malheureusement, aujourd'hui, c'est même pas une exception encore aujourd'hui, puis c'est d'autant plus vrai qu'on est extrêmement sollicité, qu'on a extrêmement, ce qu'on appelle le bruit, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les médias traditionnels. Donc, puis le chiffre que tu nous donnes là, sur le 50% seulement de ce que l'on voit et, on va dire, ingéré par le cerveau en termes de mémoire, c'est incroyable. Là, c'est la moitié. Donc, ça veut dire qu'il y a une perte dans l'utilisation du visuel si elle est mal faite, qui est énorme, en fait, en termes d'impact de mémorisation. C'est incroyable. Juste ces chiffres-là, exact. vraiment… Si tu me permets, un point aussi que j'aimerais rapporter là-dessus, c'est ce qui est très compliqué dans la création d'un visuel, c'est qu'on a, en tant qu'être humain, une quantité énorme de biais cognitifs que nous-mêmes, on a beaucoup de biais. Il y a des biais qui sont très bien identifiés. Le biais dès qu'on met un élément au milieu d'un créatif, qu'on met au milieu d'un design, il y a un biais qui fait qu'on est attiré par le centre. Ça, c'est connu. Mais il y a des interdépendances entre les biais qui, même si on est un designer ou une designer d'expérience, parce qu'on a utilisé une couleur à côté de certains éléments, des fois, on va penser par expérience que c'est ça. Et en fait, quand on fait des analyses, puis nous, on l'a fait avec nos partenaires, on a fait le test auprès de designers expérimentés,
ça arrive qu'ils se trompent, ça arrive qu'ils pensent qu'un créatif ou tel élément est meilleur. Et en fait, quand on fait le test, ce n'est pas vrai parce qu'il y a tellement de biais cognitifs, les biais du cerveau humain, mais on a aussi nos propres biais individuels. Quand on travaille beaucoup sur le même type de compte, sur le même secteur, on développe un certain nombre de biais. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir se rapporter à une certaine mesure qui est, rationnelle et qui est détachée de nous pour justement voir, OK, est-ce qu'on n'a pas justement pris une tangente un peu trop marquée, puisqu'on a un peu, c'est l'arbre qui cache la forêt en quelque sorte. Absolument. C'est une question que je vais revenir là-dessus, justement, Kevin, parce que c'est un sujet qui me touche énormément, justement, les fameux biais, surtout dans l'ère actuelle dans laquelle nous sommes sur plein de considérations, en tout cas sociétales, on va dire. Donc, on va revenir sur la question du biais. Mais si je retourne un petit peu en arrière sur le côté contextuel également des visuels, certains sont à l'aise justement plus avec les images, d'autres sont à l'aise plus avec les textes. Julie, si je reviens avec toi, est-ce que tu pourrais me situer un petit peu en termes de message, en termes de ciblage pour le positionnement? Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait de base sur les éléments qu'on peut considérer comme un bon contenu si on veut que le message atteigne sa cible en considération? Oui, ben c'est sûr que à part l'image, puisqu'il va y avoir quel message on veut faire passer avec cette image, puis savoir si ça répond aux personnes, si ça va parler aux personnes qui vont y être exposées. Donc, il y a toute une partie de bien connaître sa cible, de savoir, puis d'être extrêmement précis dans des centres d'intérêt, des catégories d'âge, géographiquement, la publicité sur les réseaux sociaux nous permet vraiment de faire tout ça. Ça peut être aussi des fonctions dans LinkedIn, des niveaux de poste, des choses comme ça. Donc, il y a aussi un travail assez important de ciblage. Et puis, mais quand on connaît bien sa cible, on connaît aussi ses préoccupations. Donc, ça va être aussi de venir expliquer de manière claire, que ce soit dans ce qu'on veut présenter visuellement, mais aussi avec des mots, parce que quand on fait de la publicité, on a aussi du texte, on a des call to action, on veut expliquer extrêmement clairement à quel problème on répond, quelle est la valeur de ce qu'on apporte, donc une valeur ajoutée, quels sont les bénéfices émotionnels qu'on va apporter aussi aux clients, c'est-à-dire comment je vais me sentir grâce à mon produit ou mon service. Est-ce que ça va me libérer du temps? Est-ce que ça va m'enlever du stress? Est-ce que ça va me faciliter la vie? Enfin, on va essayer d'appuyer sur aussi toutes ces choses-là au niveau du message. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire avec le texte et qu'on peut faire aussi avec les images, mais c'est sûr qu'il y a tout un contexte de publicité où quand on est sur un écran, quand on scrolle sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux, on a aussi, OK, l'image va attirer mon attention, il va y avoir un message, je peux cliquer pour en savoir plus, on va me donner des explications, etc. Donc, ces éléments-là aussi sont importants à prendre en compte et tout part vraiment de la connaissance de notre cible, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Puis, on peut l'enrichir aussi au fur et à mesure du temps. On n'a pas besoin de tout connaître sur le bout des doigts dès le début. On parlait de test A/B aussi, on peut tester aussi différentes cibles. On peut se dire, OK, pendant une semaine, je vais faire une campagne auprès de 2 cibles avec des caractéristiques un peu différentes. Puis je vais regarder aussi qui est-ce qui répond mieux. Puis après, on peut avoir aussi des statistiques. En fait, les réseaux sociaux, les Google Analytics de ce monde aussi nous donnent beaucoup de données sur qui visite notre site, qui est abonné à nos pages Facebook, Instagram, etc. Donc, on peut aussi profiter de ça pour enrichir notre ciblage et l'affiner au fur et à mesure du temps. Mm-hmm.
Ben, c'est sûr, ça me permet de rebondir sur quelque chose qui est un petit peu hors contexte, mais qui sera certainement utile pour les personnes qui écoutent, de bien connaître aussi ça, effectivement sa cible, c'est de savoir où est-ce qu'elle est. Tu sais, on parle beaucoup justement, on a souvent la question qui revient, mais là, sur quel média je devrais être, sur quelle plateforme, lesquelles sont les plus appropriées. Ben, en fait, de bien connaître ta cible, va savoir où est-ce qu'ils sont, puis c'est là que tu dois être, tout simplement. Donc, Ouais, merci beaucoup pour... Tu peux t'appuyer pour ton choix aussi. Il y a énormément de statistiques qui existent sur les cibles. Donc, à partir de tranches d'âge, d'intérêt, etc., on peut croiser ces informations pour choisir où être et puis regarder aussi un peu ce que fait la concurrence. Ça peut donner de bons indicateurs. Oui, évidemment. Tu as commencé à parler du sujet des biais cognitifs. Moi, ça m'intéresse énormément parce que comme les neurosciences, c'est beaucoup ça aussi. Hein. On dit toujours qu'un biais, c'est quelque chose qui est ancré, donc c'est difficile de le changer. Donc, en fait, à défaut de pouvoir le changer, ben, ce qu'on va faire, c'est souvent en créer des nouveaux. Hein? C'est ce que je me plais à dire souvent. Et effectivement, quand on est dans une agence où la personne chargée des communications ou dans une entreprise, en fait, on fait des choix par rapport à des enseignements reçus. Mais comme tu l'as dit, effectivement, Kevin, qu'en est-il justement des biais, de l'analyse qu'on peut faire de ces constats, de l'impact de l'analyse, justement? On dit souvent que trop d'infos tue l'info. Est-ce que toi, tu pourrais me parler un petit peu de ce qu'on appelle la priorisation de la mémoire? Oui, ben, là où c'est intéressant, c'est justement, comme tu disais, on a énormément de biais, puis c'est justement quand on teste un créatif d'un point de vue, comment le cerveau est capable de le traiter, c'est tout de suite identifier, est-ce qu'il y a puis je vais prendre un langage qui n'est pas vraiment utilisé en design, là, mais tu sais, est-ce qu'on surindexe ou est-ce qu'on sous-indexe certaines informations, puis c'est justement ça le point ici, c'est le cerveau a une quantité de biais qui est beaucoup trop importante pour qu'on soit à chaque fois qu'on vous regarde en design, soit capable de les identifier, de les prédire. D'autant plus que la mémoire, l'être humain n'est pas capable de prédire ce dont il va se souvenir. Donc, en design, il y a beaucoup de guidelines sur le parcours de l'œil, qu'est-ce qui attire le regard, le sens de lecture, ce genre d'éléments, mais qu'est-ce qui est mémorisé par le cerveau, ça c'est beaucoup plus récent, donc on a moins d'informations. Et justement, on veut faire en sorte que quand on présente l'information visuelle au cerveau, il y ait une certaine pondération entre les éléments pour que ceux qui sont les plus importants soient faciles à mémoriser. Puis ça veut dire qu'il faut libérer de la capacité cognitive et donc il faut alléger, il faut jouer avec les couleurs, il faut jouer avec les polices pour justement simplifier pour le cerveau l'élément qui est tout de suite simple. La mémorisation, c'est deux choses, c'est est-ce que c'est simple et est-ce que ça va vite? Et donc, si on fait en sorte que l'information qui est importante est simple et rapide à traiter, le cerveau va l'encoder en premier et ensuite, il va se déplacer sur les éléments qui sont aux alentours. Un truc tout bête qu'on testait avec une de nos partenaires il n'y a pas longtemps, c'était un post LinkedIn pour faire la promotion d'une conférence. L'élément primordial, c'est de dire aux gens, il y a une conférence, puis que le sujet y ressorte. La date, le lieu, le lien, tout ça, c'est secondaire. Et donc, on part d'un premier élément et on joue avec ces différentes considérations pour voir comment est-ce qu'on peut, dans le créatif, supprimer ce qui n'est pas important, réduire ce qui est secondaire et surtout faire en sorte que l'élément principal y ressorte. Et si on veut éviter de tomber dans des points de vue subjectifs, de l'expérience, l'expérience est toujours intéressante, mais des fois des expériences qui peuvent être biaisées par des réalités qui sont très contextuelles, avoir des outils de support comme ça qui permettent de faire le test et la validation, ça peut être justement intéressant. Très intéressant. Puis ça me permet de faire une belle transition avec ma prochaine question pour Julie. On a parlé de positionnement, de ciblage, on a parlé de biais. Il y a une chose qui a beaucoup d'impact aussi dans le choix, en fait, dans l'efficacité des visuels publicitaires, c'est l'importance du contexte dans lequel ce visuel est utilisé, que ce soit des panneaux sur la route versus des petites publications dans un réseau social, ou encore justement l'importance de s'assurer d'avoir une vision d'ensemble est souvent malheureusement oubliée par le client. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, Julie? Oui, c'est vrai que pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Kevin, c'était l'exemple de la conférence, c'est l'exemple typique où on va vouloir mettre toutes les informations sur le visuel, puis on oublie que
Non, en fait, mon objectif, c'est que les gens soient intéressés par le thème de la conférence. Puis après, le lieu, la date, le lien pour s'inscrire, ben, on a suscité de l'intérêt, on va le donner, mais on va le donner dans des éléments de texte, etc. C'est comme la petite comparaison avec le panneau d'autoroute versus une publication. C'est sûr que c'est des formats qui sont extrêmement différents en termes de taille, mais pourtant, on a à la base à peu près le même niveau d'attention. C'est-à-dire que, en gros, mon panneau d'autoroute, si je passe en voiture, ben, il faut que ça accroche mon œil puis que j'ai l'information, puis je suis en train de conduire, donc je suis en train de faire autre chose. Quand je suis sur les réseaux sociaux, ça se peut que je suis en train d'écouter un podcast, de faire autre chose aussi. Donc, mon niveau d'attention, il est à peu près pareil, mais la différence est que je peux aller chercher plus d'informations très rapidement en un clic. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est ça le chemin en fait que va parcourir la personne. Est-ce que c'est la première fois? C'est quoi, quel est le premier niveau d'information que je veux donner? Puis après, je vais donner du détail, etc. Mais on n'a pas d'impact si on veut, si on essaye de tout donner en même temps. Il faut vraiment se mettre à la place du client puis voir le chemin. OK, qu'est-ce que je vais faire? OK, là, j'ai vu ma conférence. OK, je vais avoir plus d'informations, je vais m'inscrire. Il va y avoir une description sur la page d'inscription. Donc là, je vais pouvoir remettre de l'information. Après, je vais recevoir des courriels, etc. Donc, il y a tout un chemin de communication. Et puis, c'est important justement de prioriser quelles informations on va mettre à quel moment. De quoi j'ai besoin. Là, c'est vraiment un travail, comme on dit, d'empathie, de quoi mon client a besoin à cette étape-là. Est-ce qu'on est dans une étape où je veux attirer son attention? OK, je suscite de l'intérêt. Je veux déclencher un acte, une action. Et puis après, OK, est-ce qu'ensuite, il y a d'autres étapes qu'on peut avoir comme lui demander des références, etc. Tout ça, c'est un chemin à envisager. Puis des fois, quand on est dans un petit bout du chemin, on a tendance à l'oublier. Mais reculer, puis d'avoir la vue d'ensemble, ça va nous aider aussi à prioriser les informations et puis à justement utiliser des outils qui vont nous permettre de dire, OK, comment j'attire l'attention, puis après, quel niveau je vais aller donner d'informations. C'est ça, parce que tu dois certainement avoir des clients qui ont effectivement demandé, mettons, de faire, je ne sais pas moi, une affiche pour un événement, puis peut-être un support plus grand où ils voulaient avoir le même texte, mais qu'effectivement, juste la répartition dans l'espace n'est pas la même, le lieu où ça va être utilisé n'est pas la même. Donc, il y a toujours un contre-argument qui doit prendre en considération toutes ces données-là, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Si je vais l'afficher dans un centre communautaire ou si je vais le mettre sur les réseaux sociaux, on va peut-être pas donner toutes les informations, tous les mêmes niveaux d'information. Et puis c'est ça, on va essayer d'adapter à chaque fois les messages au contexte puis d'expliquer aux clients pourquoi là c'est important qu'on ait la date et l'heure parce qu'on est sur une affiche puis qu'on peut pas cliquer pour avoir toutes les infos. Et pourquoi on peut se permettre sur des réseaux sociaux d'avoir différentes étapes aussi parce qu'à ce moment-là, la personne va être plus à même d'aller chercher l'information rapidement en fait. Puis attentive au message, effectivement, selon le contexte, ça aussi, c'est évidemment à prendre en considération dans nos créatifs. Merci Julie. Donc, on parle beaucoup donc, depuis le début du webinaire des analyses qu'on fait sur les éléments visuels, mais pas encore trop sur les mots, en fait. Sauf qu'évidemment, selon beaucoup de dires actuellement dans les médias, on a plusieurs chances, en fait, on appelle ça de la chance, mais d'être mémorable avec de nouveaux outils qui se développent, notamment les stories sur Instagram, les outils carousel sur Facebook ou LinkedIn. Kevin, toi, en termes d'expertise en neurosciences, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'impact émotionnel des visuels, peut-être ce qu'on appelle l'état actuel versus l'état projeté, qui tout ça, en fait, va permettre de créer l'engouement et justement créer ce plus grand gap entre le problème à résoudre et la solution qu'on veut exposer par nos visuels.
Absolument. Puis il y a une interdépendance en neurosciences pour influencer le comportement avec un contenu visuel. Il y a 3 grands éléments. Il y a, comme on disait, attirer l'attention. Puis en parallèle, on a créé une émotion et avoir l'information qui est encodée par le cerveau. Puis ces 2 étapes marchent de pair. C'est-à-dire que si le cerveau arrive à encoder l'information, il arrive du coup à analyser puis à comprendre la proposition et générer une émotion par rapport à l'état actuel et l'état projeté. Et en même temps, plus cette information est forte, donc plus le gap entre l'état actuel et l'état projeté est important, plus le cerveau encode l'information. C'est un système de... Et donc, à partir de là, on arrive derrière à influencer un comportement, faire en sorte que la personne elle achète, qu'elle clique, ou etc. La grande différence dans le fonctionnement du cerveau, ce qui attire l'attention et la mémoire sont des systèmes de neurones qui sont très, très consistants entre les êtres humains qui ont des caractéristiques sociodémographiques partagées. Donc, si on prend des Nord-Américains, on prend des gens en Europe qui lisent tous dans le même sens, etc., on va avoir une très grande consistance. On parle de 70 à 80% de consistance. Les émotions, il y a quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la subjectivité, qui est lié aux expériences individuelles. Et le point, d'un point de vue neurosciences, comme je disais, c'est que si on veut créer une émotion, il faut que soit on dépeigne un état actuel qui est difficile, compliqué, soit que les personnes en soient déjà conscientes, et ensuite qu'on propose une solution. Et l'idée, c'est que plus le gap entre la position actuelle et la solution projetée est grande, plus il se passe ce qu'on appelle un système de expected reward, donc de récompense projetée qui se met en place dans le cerveau. Et donc, plus cette récompense plus le cerveau arrive à matérialiser, à concrétiser la récompense potentielle à avoir cette solution, et bien plus à ce moment-là, on va être enclin à avoir une action pour essayer d'atteindre cette solution. Un exemple très concret, une promotion pour une carte de crédit qui propose, je ne sais pas, 1 an gratuit ou qui propose $2000 de rabais à l'achat de la carte de crédit, n'a pas le même impact sur une personne qui n'a pas nécessairement un intérêt à avoir une carte de crédit versus une personne pour qui avoir ce $2000 de crédit sur sa carte peut changer beaucoup de choses. Et donc, le même message, parce que la situation actuelle des personnes n'est pas la même, va pas aussi efficacement influencer le comportement. Et du coup, je rebondis sur le point de Julie, c'est là où justement la connaissance de notre marché, de notre clientèle et de notre cible est importante, parce que plus on a cerné le défi, plus on positionne une solution qui y répond. Si derrière le message est bien traité et qu'on communique efficacement, il y a de grandes chances que la personne elle veuille qu'elle veuille mettre en place les actions nécessaires pour essayer d'obtenir cette solution. Et donc, c'est comme ça qu'on peut justement utiliser les émotions. Vraiment très, très intéressant. Puis ça me fait penser aussi à une notion en termes d'impact sur nos communications. Nous, on dit toujours chez Agoralliance, puis ça fait partie du gros bon sens, puis tu viens largement de me l'appuyer de façon un peu plus scientifique, c'est le fait de ne pas essayer d'aller convaincre des gens qui n'ont pas déjà une capacité à recevoir justement le message. Je dis toujours, essaie pas de vendre des produits végétaliens à un propriétaire de Hammer. Bon, c'est un biais peut-être que j'ai dans ma tête là, mais en général… Ils ont sorti le Hammer électrique. Ah oui, c'est ça qu'on disait la dernière fois. Effectivement, ils ont sorti le Hammer électrique, mais ça n'empêche qu'il y a un tas d'autres choses autour. Mais ça fait partie de mes biais personnels. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, je pense, puis comme tu viens de l'appuyer beaucoup, c'est qu'effectivement, on n'essaie pas non plus, à travers nos visuels, de convaincre des gens qui n'ont pas déjà, comme je dis, une capacité à recevoir le message dans le sens qu'on le veut. Et puis ça permet aussi de faire une bonne transition. Julie, j'imagine que tu as rencontré… justement, ces clients qu'il faut convaincre du bien fondé de tes connaissances par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu aurais des exemples? On est toujours dans le modèle, les exemples pour s'identifier, en fait. C'est toujours plus facile de donner des erreurs fréquemment observées. Est-ce que tu aurais des exemples, par exemple, de descriptif versus ce qu'on appelle les bénéfices émotionnels, d'erreurs fréquentes et comment on peut y remédier? C'est sûr que ce que tu nommes le côté descriptif, c'est souvent une erreur. On veut expliquer les caractéristiques de notre produit, mais en fait, ça c'est un niveau d'information qui vient beaucoup plus tard. C'est d'abord qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce produit, dans ce service.
Et on a beaucoup plus d'impact quand on va décrire un bénéfice émotionnel, ce que vient de dire Kevin, en fait, en disant, OK, ben, la solution proposée, qu'est-ce qu'elle va m'apporter, puis comment je vais me sentir ensuite. C'est sûr que je vais prendre un exemple, par exemple, l'industrie automobile fait ça très bien. C'est-à-dire qu'une auto, bon, bah voilà, ça a un moteur, ça a des roues, ça a un châssis, une carrosserie, ça roule. Mais c'est pas comme ça qu'on nous la vend. On va nous vendre cette auto-là, c'est l'auto qui va vous permettre d'emmener toute votre famille en sécurité. Elle est sécuritaire. Donc le bénéfice émotionnel, ça va être plutôt le sentiment de sécurité. Ou alors cette auto-là, elle est bien pratique, elle va dans tous les chemins. Vous êtes passionné de plein air, ben ça va être l'auto qui va vous permettre de vous rendre là où est votre passion. Donc, on a vraiment ces exemples-là parce que bon, finalement, il n'y a rien qui ressemble plus à une auto qu'une auto, ça nous emmène d'un point A à un point B, mais ben oui, il y a des différences, puis c'est appuyé par un discours qui va aller nous chercher plus dans nos émotions, puisqu'on recherche en tant que personne dans notre auto, on n'a pas tous les mêmes raisons d'acheter une auto. Donc, on essaye d'avoir ces choses-là aussi sur des produits beaucoup ou des comptes pas les budgets publicitaires de l'industrie automobile. C'est applicable à tout le monde, mais c'est vrai que au niveau descriptif, alors ça va être peut-être une utilisation de jargon un peu trop technique qui va du coup sembler rébarbatif, manque de vulgarisation, rentrer dans du très descriptif. C'est comme on avait dit aussi, beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations en premier niveau, versus on est aussi, comme en fait, de commencer par un état actuel versus un état projeté, ça nous donne l'opportunité aussi de faire ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire d'expliquer, de raconter une histoire, puis on est câblé en fait pour retenir les histoires. Il y a des civilisations entières qui reposent sur une tradition orale encore. Donc, ça nous donne l'opportunité de venir dire, OK, donc voilà l'état actuel des choses, puis on va vous expliquer, on va vous emmener, OK, on connaît les défis, puis là, on profite d'énoncer aussi qu'on a compris c'est quoi, quels sont vos défis, puis on vous connaît, on vous explique, vous vous sentez déjà premièrement compris, et après, on va vous expliquer quelle est la solution, quelle est la situation finale que l'on veut atteindre. Donc, après, ça peut être, on peut être dans la projection, on peut être aussi dans le témoignage de quelqu'un qui va raconter justement toutes ces étapes. Du témoignage d'utilisateur qui a toujours aussi beaucoup de crédibilité, parce que si je dis que moi je suis la meilleure, c'est cool, mais si toi tu dis que je suis la meilleure, c'est encore mieux parce que t'as aucun intérêt à le dire si je t'ai pas payé pour que tu me dises que je suis la meilleure. Donc ça apporte aussi une certaine crédibilité. Donc tout ça va faire en sorte que on va aller jouer justement dans ce côté émotionnel qui, comme l'a démontré Kevin aussi, a un très grand impact sur la mémorisation en fait de tous nos messages et de nos publicités, etc. Donc de tous nos contenus en fait. Donc ça va être par là qu'on va vouloir aller jouer, puis essayer de se détacher du descriptif ou du trop rempli en fait. Ouais. Trop d'infos, on revient sur ça en fait. Merci et Julie. c'est pas facile de faire simple. Non, c'est vrai. Faire simple, c'est plus compliqué. Moi, ce que je dis à mes clients, des fois faire simple, c'est plus compliqué. Il faut faire des choix, prendre des décisions. Ça peut être un peu plus douloureux, mais c'est une bonne chose à la fin. Puis comme dirait Jean-David, mon partenaire, faire des choix, c'est renoncer. Puis renoncer, c'est pas facile pour tout le monde non plus, mais il faut faire des choix. Donc, il faut accepter de renoncer à certaines choses. Merci Julie. Donc, on a aussi pour habitude dans nos webinaires d'essayer de donner des outils un peu pratico-pratiques aussi pour l'analyse. Donc, on a parlé depuis le début de l'efficacité des visuels publicitaires. Puis il y a certains courants
il y a certaines tendances, en fait, dans l'acquisition de clients, hein, parce qu'évidemment, on fait un visuel pour attirer de la clientèle. Et justement, dans le domaine de l'acquisition client, ces dernières années, on a beaucoup parlé de techniques, ce qu'on appelle le growth hacking. Là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, en fait, c'est une activité qui consiste à activer ce qu'on appelle la croissance, d'où le nom growth hacking d'une entreprise, notamment d'une start-up, souvent dans une campagne, par exemple, dans une campagne de sociofinancement comme Kickstarter, etc., par un ensemble de techniques de marketing donc, qui permettent d'accélérer rapidement et significativement donc, la croissance de son chiffre d'affaires. On parle notamment d'outils de mass mailing via LinkedIn, mais évidemment, de plus en plus, puis parce que c'est tout à fait normal que ça ne soit pas à l'avantage des plateformes de favoriser l'utilisation de ces outils. Donc, comme LinkedIn, en fait, ils ont commencé à bannir ces pratiques donc d'acquisition rapide de clients. Et on peut constater qu'aujourd'hui, on s'oriente un petit peu plus vers ce qu'on appelle le growth marketing pour remédier justement aux contraintes imposées par les plateformes de médias sociaux. Donc, en growth marketing, on parle d'examiner en fait minutieusement tout ce qui est l'acquisition du cycle d'achat et le comportement d'un client qui passe pour qu'il puisse passer donc de prospect à client. Et ensuite, tous ces renseignements collectés vont servir à améliorer la stratégie marketing d'acquisition des entreprises dans le but, évidemment, d'engager les prospects et de les transformer en clients. Et donc, ces outils de growth marketing, on utilise certains outils qui sont très pratico-pratiques pour aider dans la création. Et lorsque j'ai discuté avec Kevin, il nous a dit que pour optimiser donc l'utilisation d'Epoch, ils avaient commencé à regarder notamment ce qu'on appelle le Facebook Ad Library. Donc, je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu plus, Kevin. Oui, Facebook Ads Library, c'est alors je ne connais pas parfaitement l'histoire, mais c'est Facebook a été obligé de créer ça pour rendre accessibles les publicités qui sont créées par les différentes compagnies. Et entre autres, on peut même avoir sur cette plateforme les dépenses publicitaires des campagnes politiques. Donc, tous les partis politiques qui utilisent Facebook, Instagram pour faire de la publicité, sur Facebook Ads Library, on peut trouver des budgets qui ont été dépensés. Ce n'est pas le cas pour les compagnies privées, par contre. Nous, on s'en est servi pour accéder à énormément de publicités qui sont faites. J'ai l'impression qu'il y a une certaine date de péremption, c'est-à-dire qu'on a du mal à retrouver des publicités qui sont plus vieilles que 6 mois, par exemple, mais ça nous permet, nous, de faire un petit peu des index ou en tout cas de faire une série d'analyses. Si on va prendre, par exemple, une qu'on a fait il n'y a pas longtemps, les compagnies de Telcom au Canada, qui, en ce moment, si vous allez sur Facebook Ads Library, vous allez voir qu'ils sont tous en train de faire la promotion du dernier iPhone. Puis vous allez voir qu'elles se ressemblent toutes entre TELUS, Vidéotron, Fido, Rogers, parce qu'à mon avis, Apple doit avoir ses gabarits et ses templates. Mais c'est assez intéressant quand on est dans une certaine industrie, et c'est quelque chose que j'avais découvert justement sur des communautés de growth marketing, voir qu'est-ce que nos compétiteurs font, quels sont les types de publicités qu'ils partagent, et de profiter aussi de leurs apprentissages, parce qu'on peut, d'une certaine manière, si on y va assez souvent, avoir un historique de ce que font nos compétiteurs. Et du coup, on peut se rendre compte que des fois, ils ont supprimé, ils ont changé de format. Ça peut nous permettre aussi, nous, de nourrir la réflexion. Et je sais que c'est très utilisé par des growth hackers pour challenger leur façon de créer des publicités. Alors, c'est très, 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 très intéressant comme outil. Puis après, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à travers, malheureusement, les fameuses tendances aussi, hein, que ce soit en couleurs, des couleurs qui sont associées à des domaines, mais ça ne suffit plus aujourd'hui de toute façon, quoi. Donc, on ne peut pas les ignorer, mais ça ne suffit plus. Donc, de connaître et de voir évoluer ces informations-là, ça va beaucoup aider effectivement les entreprises à faire des choix judicieux. Merci à vous deux. Avant de laisser la place aux questions, je vous ai fait une promesse, donc je vais la tenir et je vais laisser Kevin, bien entendu, commenter les résultats. Donc, en fait, je lui ai soumis, je pense que certains d'entre vous s'en souviendront, la fameuse publicité de Marie-Chantal Toupin, qui est donc une chanteuse
Et donc, j'ai demandé à Kevin de passer au travers la machine Epoch, la fameuse publicité. Alors, il faut quand même resituer le contexte en plus, parce qu'on en parle aussi beaucoup depuis tout à l'heure. Ce panneau-là était un panneau qui était mis sur le pont, si je me souviens bien à l'époque, Jacques Cartier. Donc, c'est sur un pont, donc c'est sur la route et c'est un panneau géant. Donc, Kevin a passé la publicité à travers la machine Epoch. Et comme il le disait tout à l'heure, donc vous avez, est-ce que tu veux commenter donc les 3 onglets qui sont ici, puis je vais passer dessus au fur et à mesure? Exact. Ben là, le premier score qu'on voit de 46%, donc c'est le score d'impact, qui est en fait, si on descend un tout petit peu sur la page, est la moyenne des scores de chacune des zones qu'on a identifiées dans le créatif. Et donc ensuite, ce score, comme je disais, c'est le résultat de la relation entre comment chacune des zones attire l'attention et en même temps, comment est-ce qu'elle est capable d'être mémorable. Donc, si on clique sur le petit bouton Instant Attention. Ouais, je veux juste préciser les zones. Donc, vous voyez, il y a des carrés qui sont sur l'image. Tu peux cliquer sur le l'image si tu veux l'agrandir. Voilà. Donc, vous voyez les zones, ce que Kevin appelle les zones. C'est ce qu'on appelle des zones d'intérêt, qui sont en fait les zones qui sont supposées influencer le comportement du consommateur. Donc, qu'est-ce que je cherche à communiquer au consommateur? Et donc là, on peut voir quand on clique sur Instant Attention, donc si on reclique sur l'image, clairement, on voit ça, c'est un biais cognitif. On est attiré par les visages. On est attiré par les visages humains. Donc, on voit que l'œil regarde beaucoup le visage de la mannequin. Ici, le score est de 51% parce qu'on a défini tout le corps de la mannequin comme étant une zone. Si on s'était vraiment concentré sur son visage, on aurait eu un score qui aurait été énormément, enfin très, très élevé. Puis on voit en moyenne que chacune des zones a un score qui est environ de 50%, c'est-à-dire que c'est à la moyenne. Il n'y a pas un élément qui attire significativement l'attention. Et ensuite, du coup, si on va regarder comment ces mêmes éléments sont mémorisés et qu'on agrandit, et ben en fait, ici, ce qu'on voit, c'est donc une heat map, donc une carte de chaleur. Plus les points sont rouges, plus l'élément est facile à mémoriser. Et donc, en fait, on voit ici que contrairement à l'attention, il y en a très peu sur le visage, mais plutôt sur la poitrine de la mannequin. Et c'est assez drôle, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps sur le site de La Vie en Rose, et c'est la même chose qui ressort. Les visages des mannequins attirent l'attention, mais c'est la poitrine qui est mémorable. Mais concrètement, si on se détache de ça, ce qu'on voit ici, c'est que globalement, le message regarde-moi droit dans les yeux est assez bien mémorisé par le cerveau. Par contre, nouvel extrait de l'album après tout, bah, c'est l'élément qui ressort le moins. Donc, c'est l'élément qui a le moins de chances d'être mémorisé par les personnes. Alors que fondamentalement, donc, ce panneau publicitaire était fait pour faire la promotion à l'époque de son album Après tout. Donc, conclusion, Kevin. Et conclusion, ici, ce qui est intéressant, puis c'est ce qu'on fait dans nos projets pilotes avec nos partenaires, c'est de reprendre ces créatifs et de repartir de ça et de voir, moi, par exemple, un test ici, qu'est-ce qui se passe si on met cette même information, nouvel extrait de l'album, en superposition avec le mannequin, si on joue avec la capacité du mannequin à naturellement attirer l'attention et être mémorable, si on déplace cet élément vers ça, est-ce que ça favorise le fait que cette information soit mise en codé? On pourrait jouer aussi avec, est-ce qu'il y a besoin de mettre tout le mannequin sur le poster? Est-ce qu'on pourrait jouer avec la taille des éléments? Et en fait, en quelques itérations, on pourrait ici venir essayer d'optimiser cette zone spécifique pour faire en sorte qu'elle soit plus simple à mémoriser, encodée par le cerveau. J'ai une question, Kevin. À partir de quel score vous considérez que l'impact, finalement, que ça atteint son objectif? En fait, la façon dont les scores fonctionnent, en moyenne, une image a un score de 50%. Donc, quand on dit qu'une zone a un score de 56%, c'est-à-dire que c'est assez proche de la moyenne de l'image. Donc, c'est-à-dire que l'élément ne ressort pas de façon significative. Dès qu'on commence à avoir une zone qui passe à 60, 65 et plus, c'est une zone qui ressort. Ensuite, on n'a pas encore collecté assez de données pour vraiment être capable de dire un score de 65% dans un contexte de campagne ou de tel type de contenu, ça va avoir un impact qui va être attaché à telle ou telle métrique. Mais ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue cognitif, ce qu'on veut, c'est se démarquer du 50%. On veut aller vers le plus bas pour les informations qui ne sont pas très importantes et on veut aller vers le plus haut, le 70, 65 et plus, pour les informations qui sont vraiment importantes. Super, merci.
Est-ce que je vais arrêter ça. Voilà. Petite question, le prix, Anne-Solène. Salut. Salut, c'est vrai. Je vais laisser Kevin répondre à cette question. Cependant, après le webinaire, nous allons vous faire parvenir en fait une proposition d'atelier en fait où on va avoir une belle promotion en fait pour essayer la plateforme gratuitement pendant quelques mois. Mais je vais laisser Kevin parler un petit peu juste rapidement de l'évolution de l'outil actuellement et le pourquoi cette offre avec Agoralliance aujourd'hui. Oui, absolument. Merci. Donc, le prix de Epoch, aujourd'hui, on est en repositionnement. Donc, le prix que je vais vous communiquer, il y a à peu près que vous qui le savez, il n'est pas encore grand public. Il y a une offre spéciale qu'on fait jusqu'à la fin de l'année 2021. Ça va être l'abonnement annuel à un prix de $60 US pour avoir un accès à la plateforme avec un nombre d'analyses illimité. Donc ça, vous le payez en une fois, puis vous pouvez faire le nombre d'analyses que vous voulez sur la plateforme. On est en ce moment en train d'amener des nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. On va entre autres développer une intégration directement dans Canva pour toutes les personnes qui créent dans Canva qui puissent l'utiliser. On va avoir l'analyse de la vidéo qui va arriver, mais qui sera pas inclus dans ce prix-là. À partir de 2022, on va basculer sur un modèle d'abonnement mensuel, mais le prix risque davantage de tourner autour des 10-12 $ canadiens. On n'a pas encore finalisé notre pricing pour l'année 2022. C'est une avant-première qu'on vous offre, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Donc, on est vraiment très, très heureux de vous avoir fait cette présentation. Je laisse le micro ouvert aux personnes qui auraient des questions, soit pour Kevin, soit pour Julie, soit pour moi. Let's go. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, allez-y, ouvrez votre micro, ne soyez pas timide ou posez votre question. Je pense que j'ai vu une main levée. Maa avait une main levée, mais je ne te vois plus. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Maa? En fait, c'était juste une question par rapport à la publicité que vous nous avez montrée. La question s'adresse à Kevin. Est-ce qu'on peut considérer que finalement le but visé n'a pas été atteint, vu que en fait l'attention est davantage sur le mannequin plutôt que sur le produit en tant que tel, parce que souvent, effectivement, en marketing, on a tendance à vouloir créer de l'émotion. Donc, ici, en fait, on va sexualiser l'image justement pour le mettre au service d'un produit ou d'un service qu'on veut vendre. Mais est-ce que pour le coup, là, on peut tirer la conclusion rapide, certes, mais dire que finalement, ce qu'on se rappelle, c'est du visage et de la poitrine de la chanteuse et qu'on a finalement, on est passé à côté de notre objectif. C'est une très bonne question. Puis nous, c'est toujours comme ça qu'on travaille avec nos partenaires quand on fait les analyses des créatifs. On n'est pas… l'outil ne vient pas dire si c'est bon ou pas bon. L'outil vient vraiment dire voilà comment l'information ressort. Puis dépendamment de ton objectif. Ici, si l'objectif de ce panneau était de faire en sorte que les gens se rappellent qu'il y avait un nouvel extrait de l'album qui sortait, c'est clairement la zone qui est la plus compliquée pour le cerveau à mémoriser. Donc oui, la cible est ratée. Par contre, si l'objectif du panneau était de faire le buzz en mettant une photo de la chanteuse pour que les gens en parlent, l'objectif peut être atteint. Ça dépend vraiment de l'objectif ici, c'est de dire voici comment chacun des éléments peut être traité par le cerveau. Est-ce que c'est ça que tu veux communiquer? Est-ce que c'est ça le message principal avec lequel tu veux que tes clients ou tes consommateurs repartent une fois qu'ils ont vu ton contenu? Merci. Voilà, comme le dit, c'est exactement ce que dit Julie. Effectivement, l'intérêt de faire du buzz, c'est effectivement la campagne la plus performante d'un artiste. Donc, effectivement, c'est loin d'être un raté.
et c'était le buzz monstre. On en a beaucoup parlé après. Ceci dit, moi, je serais quand même curieuse de savoir combien d'albums elle a vendu quand même après ça. Moi, ça serait quand même, oui, c'est pour le buzz, j'en doute pas, mais alors absolument pas qu'en termes de communication, on a dû en parler, que ça a dû faire plein de covers de magazines, etc. Mais au final, si l'objectif, c'est quand même de vendre des CD, je serais curieuse de juste s'il y avait des données qui sortaient à ce moment-là, mais j'ai aucun doute que le buzz a été réussi, ouais. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir c'est ça, à quel moment ça a été utilisé. Est-ce que derrière, il y a eu plus, c'est comme, OK, on veut qu'elle soit connue, OK, on va parler d'elle, puis derrière, on peut aller donner d'autres messages. Est-ce qu'il y a eu d'autres publications, des entrevues, des choses comme ça qui ont fait que derrière, ça a fait de la vente aussi. C'est ça, le but étant effectivement peut-être de générer d'autres actions parallèles. Maha, tu voulais rajouter quelque chose? Exactement. En fait, notre discussion, ça m'a fait penser au fait qu'ils aient repris en fait un slogan qui est très très célèbre et populaire, surtout en Europe. Et je voulais savoir, est-ce que c'est autorisé et comment ça marche? Parce que vu que je connaissais en fait la campagne de lingerie célèbre, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas tombés dans la facilité? Puis aussi, est-ce qu'on a le droit de le faire? Ou est-ce qu'il faut payer des droits d'auteur parce que voilà, on a repris un slogan qui a fait le tour de la planète? Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette question, mais je n'aurais pas la réponse. Je pense que sur les slogans, tu n'as pas de propriété intellectuelle nécessairement. Ce n'est pas quelque chose qui a été déposé. Par exemple, si moi, je suis allée déposer ma marque, puis une tagline qui va avec, là, je me protège d'autres utilisations, mais sur des campagnes publicitaires, surtout pour quelque chose comme ça a été utilisé, mais c'est utilisé dans la rue. Il n'y a pas vraiment un auteur, on ne cite pas vraiment quelqu'un. Je pense qu'on reste dans une zone grise qui nous permet cette utilisation. Mais en tant que marketeur, on sait aussi que, oui, on tombe dans quelque chose de cliché, quelque chose qui a déjà été utilisé. Donc, faut pas négliger les impacts en termes d'image que ça peut avoir parce qu'on ressemble à quelqu'un d'autre, on reprend quelque chose. Ça associe quand même aussi à tout ça autour de ta campagne. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas négliger cet impact-là, mais je pense qu'au niveau légal, tu n'es pas en infraction contre des droits d'auteur. Après, les lois, Maha, juste pour ton information, donc c'est vrai que techniquement, il vaudrait mieux consulter un avocat en droit de la publicité. Là, ça existe, des avocats spécialisés là-dedans. Ceci dit, les lois qui sont utilisées en France, tu as dû entendre parler de la loi Evin, de la loi Sapin, sont des lois qui n'existent pas ici. Tu sais, comme la publicité comparative n'est pas interdite d'une certaine façon ici. Donc, les lois ne sont pas les mêmes sur les pays. Donc, est-ce que ça traverse les frontières, etc., etc. Ça, c'est d'autres questions à poser de toute façon. Donc, on arrive à la fin de cette présentation ce matin. Encore, merci infiniment à tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, surveillez votre boîte de courriel. On va vous faire parvenir un courriel donc, avec une offre d'atelier, puis les offres dont on vous a parlé aujourd'hui avec Epoch. Et j'ai été très heureuse. Merci infiniment encore une fois, Kevin. Merci infiniment, Julie. J'espère que vous avez apprécié votre expérience avec Agoralliance. Et je suis persuadée qu'on va très vite se recroiser sur les grandes ondes du marketing et des communications canadiennes. Donc, merci à toi pour l'invitation et merci à toutes et à tous d'avoir participé aujourd'hui. Ravi d'avoir pu partager avec vous. Moi également, merci tout le monde. Passez une bonne après-midi et puis au plaisir. Super. Donc, si vous avez des questions sur les sujets mentionnés, n'hésitez pas à écrire à nos panélistes. En fait, Julie Valin et Kevin Combe, évidemment, sont sur LinkedIn. Allez visiter leur site, donc epoch.ai et aliasnumérique.com. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Donc, epoch.ai et aliasnumérique avec un K.com. Et encore un gros merci donc à tous pour votre présence et votre question. Et à très bientôt pour un autre Web in Action de Agoralliance. Merci.